Moi, ce qui me frappe dans le discours woke, de manière générale, c'est ce diagnostic très sombre sur nos sociétés occidentales. Si vraiment il y avait une discrimination envers les femmes, si vraiment on les payait beaucoup moins que les hommes, ça ferait belle lurette que les entrepreneurs engageraient des femmes pour moins les payer. Quand on aura éradiqué toutes les oppressions, il n'y aura plus de femmes. Éric Brion, en France, qui avait été accusé par l'instigatrice vraiment de MeToo en France, ça s'est avéré faux, et il a gagné son procès pour diffamation. En fait, on brise des vies. Moi, dès le premier homme innocent accusé à tort, je trouve que c'est déjà trop. Bonjour Monsieur Follonier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes un journaliste et un éditorialiste suisse. Vous êtes le fondateur et rédacteur en chef du Regard Libre, un mensuel roman consacré à la culture et au débat d'idées. En 2021, vous avez été honoré par la Société académique Arts, Sciences, Lettres de Paris, qui vous a décerné la médaille d'argent pour votre engagement culturel et journalistique. Vous avez récemment publié un essai intitulé « La diffusion du wokisme en Suisse », dans lequel vous analysez l'impact de cette idéologie en Suisse, justement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous recevoir au restaurant Côté Square de l'hôtel Bristol de Genève pour parler de ce qu'est ce wokisme que vous décortiquez justement dans votre ouvrage. Vous avez beaucoup critiqué dans vos travaux et de façon générale dans divers de vos interventions sur différents plateaux de télévision les effets de la lutte très en vogue contre le harcèlement, en affirmant qu'elle ne produisait pas de résultats positifs. C'est une affirmation assez surprenante de premier abord. On a tendance à penser que justement la sensibilisation contre le harcèlement qui est faite dans les écoles, dans la société, elle a un effet positif justement sur ce phénomène de manière générale. Qu'est-ce que vous entendez exactement par la lutte contre le harcèlement à un effet négatif ? Elle a peut-être des effets positifs, comme vous le soulignez, mais je pense qu'elle a aussi des effets négatifs. Et je cite un exemple dans mon essai, très spécifique, que j'ai vu de mes propres yeux, puisque j'ai terminé mes études à l'Université de Neuchâtel en 2020. Et en 2017, l'Université de Genève avait lancé une campagne contre le harcèlement sexuel qui a été reprise en 2019 par l'Université de Neuchâtel. Et on voyait des affiches dans la bibliothèque, un peu partout, avec des phrases comme « Le ressenti suffit pour dire qu'il y a harcèlement », le ressenti de la personne qui se dit harcelée. Et ça m'a un peu interloqué, même beaucoup, pour ne pas vous le cacher, parce que là, on est tout à fait dans ce qu'on peut appeler le wokisme. C'est un terme qui est devenu péjoratif. On peut parler aussi de politique de l'identité. J'en donne une définition au début de mon ouvrage, basée en grande partie sur celle du philosophe Olivier Massin, qui est professeur à l'Université de Neuchâtel, justement, et qui a signé la préface du livre. Et juste en quelques mots, peut-être pour planter le décor, qu'est-ce que c'est le wokisme? C'est 3 thèses principales et qu'on retrouve dans cette campagne contre le harcèlement, justement. La première thèse, c'est qu'il y a des relations d'oppression partout dans la société, même si on n'a pas l'impression. Notre société est vraiment remplie de systèmes de domination qui sont un peu cachés, qui ne sautent pas aux yeux, mais qui sont là. La deuxième thèse, c'est que ces relations d'oppression, elles définissent les identités sociales. Donc, vous comme moi, nous serions positionnés à une certaine place dans ces systèmes d'oppression, et ça ferait de nous des oppresseurs, des oppressés, dépend quelle couleur de peau on a, quelle orientation sexuelle, quelle religion peut-être, etc. Et la troisième thèse, et je vais faire court, c'est, et je reviendrai à votre question tout de suite promis, la troisième thèse du wokisme, c'est que les personnes qui se disent victimes de ces systèmes d'oppression, c'est elles qui les connaissent vraiment. C'est elles qu'il faut croire, c'est elles qui ont un peu la vision d'élus, hein, d'où le mot aussi éveil, woke voulant dire éveillé, qu'on est éveillé à toutes ces discriminations. Et dans cette affiche qui m'avait choqué à l'Université de Neuchâtel, on dit que le ressenti suffit pour dire qu'il y a harcèlement. Donc en fait, on abandonne l'examen des faits qui avait toujours qualifié notre système juridique notamment, à savoir, on examine au cas par cas ce qui s'est passé. On écoute les deux parties, on écoute la personne accusée, et là, ça disparaît. On n'écoute plus que la personne qui dit qu'elle est harcelée. Évidemment, ça peut mener à des dérives, et c'est ça qui me préoccupe. Oui, j'ai vaguement souvenir de cette campagne, parce que j'étais à l'université aussi à l'époque, et je ne me rappelle plus des phrases qui m'avaient choquée, mais une en tout cas m'est restée en mémoire. C'était « Ici, une femme a subi un harcèlement sexuel ». Je ne sais pas si c'était aussi à l'université de Neuchâtel.
alors que ça n'a pas été démontré ou prouvé. Et je pense que c'est juste une façon de dire qu'en fait le harcèlement est déjà survenu dans les universités et qu'il survient de façon plus récurrente qu'on ne le pense. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu un présupposé qui est le harcèlement est partout et vous ne l'avez pas encore remarqué et nous on va vous faire prendre conscience de l'omniprésence de ce harcèlement. C'est juste... Exactement, et il y a un côté, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans la naïveté, on va vous expliquer comment ça se passe et que la réalité est tout à fait sombre. Moi, ce qui me frappe dans le discours woke, de manière générale, c'est ce diagnostic très sombre sur nos sociétés occidentales. C'est un discours qui a été importé directement des États-Unis et qui ne colle pas du tout avec les évolutions qu'il y a eu dans la société. On se dirige plutôt vers plus d'égalité de droits, je pense même qu'elle est atteinte, cette égalité de droits dans les grandes lignes, vers plus de respect mutuel, à mon avis. Pas forcément au niveau intellectuel, parce que justement, ce camp-là pêche par intolérance intellectuelle. Mais en tout cas, dans nos relations humaines, j'ai l'impression qu'on a fait des grands progrès par rapport à il y a 100 ans, par exemple, en termes de relations hommes-femmes, notamment, puisque c'est le thème dont nous parlons tout de suite. Et ce diagnostic sombre, en fait, ne résiste pas à l'épreuve des faits, et il est infalsifiable, ce qui en fait une théorie assez louche. Parce que Karl Popper avait bien dit que pour qu'un énoncé puisse être pris au sérieux, et pour qu'il soit scientifique, il doit être falsifiable. C'est-à-dire qu'on peut le réfuter. Il a une forme telle qu'on peut déjà le comprendre, cet énoncé. Quand on dit que le harcèlement est structurel, par exemple, c'est un peu mystérieux comme phrase. Je n'ai jamais été très fan des discours très jargonneux, comme on en trouve beaucoup dans les nouvelles sciences sociales, justement. On part du principe que le harcèlement est inhérent à la société, en fait, c'est ça que vous dites. C'est ça, et c'est ce qu'on entend par structurel apparemment. On entend parfois que ça veut dire institutionnel. Moi, je ne crois pas qu'actuellement en Suisse, il y ait dans les institutions même des discriminations entre les hommes et les femmes. On peut penser au fait que nous devons faire l'armée, les hommes, alors ce serait plutôt en notre défaveur, mais à part ça, et peut-être dans le deuxième pilier, il y a encore quelques inégalités entre les hommes et les femmes, puisque la réforme n'a pas été acceptée récemment. Mais à part ça, je ne vois pas du tout dans le système même des discriminations. Et alors structurel peut aussi vouloir dire justement symbolique. C'est la façon dont on est représentés les uns les autres, et ce serait fondé sur des biais, en fait, sur des stéréotypes. Et ça, c'est pas facile à prouver. Et donc, ça en fait un discours séduisant parce que ça nous donne un air intelligent de dire, en fait, moi, je sais ce qui se passe, même si on le voit pas. Et c'est très dangereux. Les théories, en fait, contre-intuitives ont souvent eu le vent en poupe dans les universités. C'est pas la première fois. Je pense que les féminismes vous répondraient que par discrimination structurelle et institutionnelle, on entend par exemple le simple fait que les femmes, j'entendais en fait justement Colline de Sénarclan dans une émission aujourd'hui qui disait les femmes sont sous-représentées dans les universités, 80% des professeurs, des enseignants sont des hommes par exemple, et pour eux ça c'est un argument en fait qui montre qu'il y a des discriminations envers les femmes par exemple. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Je répondrais premièrement que c'était pas la même chose déjà il y a 20 ans, donc que les choses évoluent. Et que paradoxalement, plus ça évolue, plus le discours militant en question devient exacerbé. C'est un vieux paradoxe qu'avait théorisé Tocqueville, le paradoxe de l'égalité, c'est-à-dire que plus une société en fait est apaisée, égalitaire et qui vit la liberté vraiment factuellement, plus on crie à l'inégalité, etc. pour le petit bout qui reste à franchir. Et cela étant dit, je ne serais pas pour qu'il y ait exactement 50-50, qu'il y ait autant de professeurs femmes que d'hommes. Moi, je suis pour que, tout simplement, le résultat soit... l'état de fait soit le résultat de choix individuels totalement libres. Et je suis pour que, évidemment, tout le monde puisse faire ce qu'il veut, dans la limite de ses goûts, de ses compétences, etc. Il pourrait très bien y avoir plus de femmes dans le futur que d'hommes dans les postes universitaires. C'est déjà le cas dans énormément de professions. Et ces mêmes personnes ne militent pas pour qu'il y ait plus de femmes dans les chantiers, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a aussi des désirs différents qui sont parfois explicables par l'évolution biologique. Je ne dis pas que tout s'y rapporte, mais enfin, il y a beaucoup de chercheurs qui théorisent là-dessus. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils sont totalement ostracisés. Et c'est que dans certaines universités ou dans certains discours, comme ceux de Madame de Sénarclan, par exemple, les psychologues évolutionnistes ne sont pas du tout pris au sérieux, alors qu'il y a un consensus scientifique sur certains faits qui découlent de la division des sexes. Le fait que la femme portait l'enfant, par exemple, a eu une influence
sur le long terme, sur les comportements. Et bien sûr qu'après, il est question, on peut changer, on n'est pas esclave de sa biologie. On a évolué vers une société où nous sommes beaucoup plus semblables dans notre rapport au travail. Et ça, c'est grâce, et là aussi, c'est ce que ces personnes oublient, c'est aussi grâce à la révolution industrielle. C'est-à-dire que les entreprises ont besoin de main-d'œuvre. Les entreprises ne se tirent une balle dans le pied si elles ne se basent pas sur les compétences. Donc les entreprises n'ont aucun intérêt à ne pas engager de femmes compétentes. Et si vraiment il y avait une discrimination vers les femmes dans les universités ou ailleurs, c'est par exemple si vraiment on les payait beaucoup moins que les hommes, ça ferait belle lurette que les entrepreneurs engageraient des femmes pour moins les payer. Donc il y a plein de contradictions dans ce discours. Cela dit, c'est vrai que le monde académique reste sans doute plutôt masculin. Cela dit, il y a plein d'autres choses très intéressantes à faire dans la vie, mais j'espère que les femmes osent candidater au poste universitaire, et je crois que c'est le cas maintenant, et que ça vient, et que c'est tant mieux. On va faire encore une dernière question sur le harcèlement, après on va passer au racisme. Vous exprimez également une méfiance, enfin vous l'avez dit en fait là tout au long de la discussion, envers le principe qui consiste à croire les victimes sur parole, hein, dans le cadre du harcèlement. Pourtant, on a pas mal d'études qui indiquent que les fausses allégations de violences sexuelles, elles sont rares. Beaucoup de recherches s'accordent sur une proportion comprise entre 2 et 10%. Comment est-ce que vous répondriez à ces chiffres? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres d'abord? Et comment est-ce que vous répondriez à toutes les personnes qui pourraient être surprises par votre position et qui défendent justement la parole des victimes? Alors, je n'ai aucune motivation à contester ces chiffres. Je pense qu'ils sont vrais. Moi, je n'ai pas d'autres informations. Mais 2 à 10%, ça fait déjà beaucoup si on croit sur parole des victimes et que ça s'avère faux. Il y a des cas qui sont connus maintenant. Il y a des acteurs, par exemple Kevin Spacey qui jouait dans House of Cards, qui a été accusé par de nombreux hommes d'agression, enfin nombreux, pardon, par en tout cas plusieurs hommes d'agression sexuelle. Il a été totalement innocenté par la justice américaine, puis par la justice britannique. Mais entre-temps, le mal est fait. Il a subi dans la presse une forme de mort sociale, en tout cas un début de mort sociale. Il y a d'autres cas. Il y a Éric Brion en France qui avait été accusé par l'instigatrice vraiment de MeToo en France. Et ça s'est avéré faux et il a gagné son procès pour diffamation. Donc en fait, on brise des vies et 10%, vous imaginez, imaginons qu'il y a 10 000 accusations par an, ça fait quand même 1000 personnes qui seraient accusées à tort et qui après n'ont plus du tout la même possibilité de continuer poursuivre leur carrière et qui n'ont plus du tout le même regard sur eux de la part de la société. Moi, dès le premier homme innocenté, le premier homme innocent accusé à tort, je trouve que c'est déjà trop. Et donc on peut à la fois être pour une prise de parole de la part des victimes parce qu'on sait qu'elles ne portent pas suffisamment plainte. Il faut continuer à porter ça, à dire, écoutez, s'il se passe vraiment une agression, un viol évidemment, etc., il faut porter plainte. Et il faut tout faire pour que le système judiciaire, évidemment, les écoute, mais pas les croit sur parole. Parce que là, et c'est là qu'il faut être nuancé, et j'espère qu'on puisse encore l'être sans être accusé de je ne sais quoi, il ne faut pas envoyer des gens innocents dans la mort sociale. Toutes nos sociétés occidentales sont bâties sur le principe inverse, c'est-à-dire qu'il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Oui, merci beaucoup, c'est très intéressant. On va passer maintenant au racisme. Vous avez affirmé dans votre ouvrage et dans vos interventions que la lutte contre le racisme également peut conduire à des effets négatifs. Vous parlez de racisme inversé. Alors j'imagine que nos téléspectateurs, moi c'est mon cas en tout cas, on voit où est-ce que vous voulez en venir, mais peut-être que pour expliquer le concept, vous pourriez nous donner quelques exemples de ce racisme inversé. Bien sûr. Vous avez sans doute entendu parler du concept de discrimination positive. Alors c'est déjà un concept que je trouve un peu bizarre parce que associer quelque chose de positif au mot discrimination, c'est déjà un peu bizarre, mais c'est pour faire passer la pilule, c'est-à-dire pour faire passer l'idée qu'en favorisant certaines personnes, par exemple des personnes noires, par exemple des femmes, maintenant ça peut être des personnes non-binaires, etc., eh bien on va rétablir un peu l'égalité de fait, parce que ce que veulent les tenants de ces théories, c'est pas seulement l'égalité de droit, ça c'est une notion très importante, c'est l'égalité de fait, de résultat. Ils voudraient que la société soit plus égalitaire dans beaucoup de domaines, mais j'ai cité qu'il y avait quand même des domaines où on les entend moins.
Est-ce qu'ils voudraient qu'il y ait plus de femmes, par exemple, qui se suicident? Il y a beaucoup plus d'hommes qui se suicident que de femmes. Je citais les chantiers, il y a beaucoup plus d'hommes qui ont des métiers manuels très physiques et très pénibles. Il y a beaucoup plus d'hommes qui meurent d'overdose que de femmes. Donc, dans le discours militant woke, on met en avant des statistiques qui sont toujours en défaveur des femmes ou des personnes noires, mais on peut aussi en citer d'autres, en ce qui concerne les hommes, par exemple. Mais pour en revenir au racisme inversé, quand on introduit un quota en faveur d'une personne dite minorisée ou discriminée, eh bien on discrimine évidemment les autres, puisque à compétences égales, on va favoriser plutôt on va favoriser la personne quota et pas la personne dite dominante. Donc évidemment que si on dit que les Blancs, par exemple, un exemple récent qui est postérieur à la sortie du livre, un club ici à Genève, à l'usine, qui fait un rabais aux personnes queer et racisées pour l'entrée dans le club. C'est passé dans la presse, etc. Évidemment que si vous n'êtes ni racisé ni queer, vous serez discriminé. C'est totalement factuel. Et quelles que soient les bonnes intentions ou pas de ce genre politique, la conséquence, ça peut être du racisme inversé ou c'est plus de l'homophobie, mais ça devient de l'hétérophobie. Enfin, vous voyez, finalement, on applique les méthodes qu'on reproche normalement aux autres. On lutte pour l'égalité et on pratique l'inégalité. C'est tout à fait frappant. Et pour donner d'autres exemples recensés dans mon livre, j'étais très étonné, par exemple, de découvrir que pour faire financer son film par la SSR, la Société suisse de radiodiffusion, donc le service public, qui finance beaucoup de films suisses, il fallait remplir un questionnaire de 3 pages, assez volumineux, ou 2 pages, je ne sais plus, mais en tout cas, où il faut indiquer si le sujet du film touche à l'orientation sexuelle, au genre, aux personnes issues des minorités. Il faut détailler dans son équipe d'acteurs, mais aussi dans son équipe de distribution, de production, combien il y a d'hommes, de femmes, autres, ne sait pas, à changer de sexe, etc. D'ailleurs, quand j'ai sorti le livre, finalement, la SSR a annoncé, en tout cas la RTS a annoncé, qu'il n'allait plus utiliser ce formulaire comme critère de sélection pour le soutien à des films, donc j'en suis heureux. C'était un exemple frappant, selon moi, d'application de méthodes américaines totalement inverse à notre vision plutôt universaliste, où on travaille pour qu'il y ait une égalité de droit, que chacun se sente fier, conscient de ses compétences, mais pas de considérer que les personnes qu'on veut aider sont des pauvres victimes, et on les déresponsabilise en faisant ça, en favorisant les films, par exemple, qui seraient portés par des personnes homosexuelles ou musulmanes ou je ne sais quoi. Ils ne seraient pas assez grands pour montrer eux-mêmes leurs compétences. Moi, je suis persuadé qu'il y en a... il y a des compétences chez des personnes de tout profil. Et d'ailleurs, même sans quota, on voit des films qui marchent avec ce genre de profil, évidemment. Donc il y a vraiment en plus une vision assez déresponsabilisante et infantilisante des personnes qu'on veut apparemment aider. Là encore, je pense que beaucoup de personnes diraient que votre point de vue minimise les inégalités qu'ils appellent structurelles. Qu'est-ce que vous leur répondriez dans le cadre du racisme? Oui, il y a eu par exemple une étude de la Confédération que je cite également sur le racisme structurel en Suisse. Alors il faut déjà dire que le concept de racisme structurel, qui est issu de tous ces universitaires américains type Kimberlé Crenshaw, Donna Haraway, Celia Slanger, etc., plutôt des néo-féministes, mais qui ont théorisé ces politiques de l'identité. Le racisme structurel renvoie justement à un racisme qui serait omniprésent. Et même une personne blanche en Suisse, si elle estime ne pas être raciste, si elle ne l'est pas, si elle ne dit jamais de propos racistes ou même n'a jamais de pensée raciste, elle sera quand même un peu raciste malgré elle, selon ce concept, parce que en fait le racisme racisme structurel nous pousserait à avoir des biais inconscients. Donc là, on est vraiment dans l'inconscient, donc on est dans des domaines un peu comme la psychanalyse, etc. Par contre, c'est validé par la recherche académique et c'est dans la catégorie plutôt sociologie ou philosophie, etc. Et la Confédération reprend à son compte ce genre de concept, mandate une étude sur le racisme structurel en Suisse et conclut qu'il y en a certainement parce qu'il y a quand même des indices, même s'il n'y a pas de preuves. Donc pour moi, déjà, c'est très fragile.
Et donc la balle est plutôt dans leur camp pour montrer qu'il y a vraiment du racisme structurel. Évidemment qu'il subsiste du racisme. Évidemment, on a tous en tête des exemples de personnes qui auraient considéré que, par exemple, des personnes de couleur sont inférieures ou fait une blague vraiment de mauvais goût, etc. Il y a différents degrés aussi dans le racisme. Mais de penser qu'il est partout, désolé, mais c'est pas du tout mon observation. Et je pense que et ce que je répondrais, c'est que ça décrédibilise la lutte contre le racisme. Et c'est malheureux. Moi, je suis un particulariste au sens aristotélicien, c'est-à-dire que je pense qu'il faut prendre chaque cas en tant que tel. Il faut le juger en tant que tel, objectivement, observer vraiment ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce qui a été fait, et en tirer une conclusion. Je n'aime pas du tout les grandes observations type grand filet qu'on lance comme ça sur la société, et puis on prend tout ce qu'il y a dedans. Et on applique une étiquette racisme structurel. Et après, chaque cas qu'on verra, on l'attribuera à cette grande tendance. C'est le danger des idéologies. C'est que, de la même manière que le marxisme, tout est ramené en fait toujours à une dialectique. Ici, c'est entre dominé et dominant. Ça avait été bourgeois prolétaire, maintenant c'est autre chose. Donc il y a vraiment un lien aussi avec toutes ces idéologies totalitaires et souvent pseudo-scientifiques en fait. Donc vous pensez qu'il y a un lien entre le marxisme qui à l'époque justement avait ce regard, cette vision de l'économie. Maintenant on a appliqué justement cette analyse aux enjeux identitaires de l'époque. Oui, et c'est pas seulement moi qui le pense, je pense que c'est les auteurs eux-mêmes qui sont dans ces politiques de l'identité, qui se disent marxistes, qui ont lu peut-être un peu Marx, mais je pense même pas très sérieusement, qui se revendiquent aussi de la French Theory, toutes les théories d'auteurs français comme Foucault, Derrida, Deleuze, etc., dans la seconde moitié du XXe siècle, qui théorisaient déjà que le pouvoir était partout. Foucault a une phrase tout savoir est un pouvoir, par exemple. Donc il y a déjà au sein même de l'épistémologie, des théories de la connaissance, cette idée qu'en fait il y aurait des relations de pouvoir. Je ne crois pas que Foucault considérait que c'était forcément un mal. Il en tirait simplement comme conséquence qu'il fallait être éduqué, que c'était mieux quand même dans la société d'être éduqué pour avoir plus de pouvoir, disons. Mais ce que fait le wokisme, c'est qu'ils reprennent une théorie marxiste au sens où c'est une théorie dialectique, c'est-à-dire des méchants et des gentils, pour faire court, donc une théorie manichéenne aussi en termes moraux, et qu'ils appliquent ça à des relations qui sont de l'ordre des représentations. Donc ces relations de pouvoir sont plus basées sur des caractéristiques qui étaient quand même objectives chez Marx, c'est-à-dire des conditions socio-économiques, mais ils les appliquent en plus à des choses invisibles, qui sont l'ordre de biais, de stéréotypes. Donc c'est peut-être une nouvelle forme de marxisme, mais quand même d'un art différent, d'un type différent, moins vérifiable. Je ne dis pas que le marxisme était vérifiable, mais en tout cas c'est encore plus difficile de s'opposer. C'est ce qui en fait aussi une idéologie dangereuse. On sait que selon les thèses wokistes, l'identité des individus, elle est définie, vous l'avez dit, par leur position dans les systèmes d'oppression. Les personnes de couleur sont plus discriminées que les blanches, on l'a dit, les hommes ou les femmes sont influencés par les attentes genrées, les personnes trans, elles se construisent une identité qui est vraiment basée sur cette lutte pour la reconnaissance qu'ils vont mener tout au long de leur vie. Ce besoin de mettre les gens dans les cases systématiquement et de lutter après par la suite systématiquement contre les oppressions pourrait également conduire, et je pense qu'il y a beaucoup de critiques du wokisme qui parlent de ça, pourrait conduire à la disparition de ces identités. Et paradoxalement, ça va aller à l'encontre de l'objectif initial de célébration de la diversité que prônent ces personnes-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est un des grands paradoxes du wokisme, et il a été même assumé par certains des auteurs de ces théories. Kimberlé Crenshaw, que j'ai cité avant, en parle par exemple. Donc pour résumer ce paradoxe, en effet, si nos identités, donc ce qu'on est profondément dans la société, à savoir par exemple une personne noire, handicapée, queer, c'est une identité particulière, ça procède de cette vision de l'intersectionnalité, donc c'est une identité qui n'est pas seulement la somme d'être noir, d'être une femme, d'être handicapé, c'est vraiment une identité qui dépasse cette somme des trois, une identité particulière. Si vraiment c'est défini par des relations d'oppression, comme le postule le wokisme, et qu'il faut éradiquer l'oppression, alors on éradiquera les identités par la même occasion. C'est un grand paradoxe, donc soit
il faut abandonner la thèse selon laquelle les identités sont définies par les oppressions, soit il faut abandonner le fait qu'il faille affirmer nos identités. Et c'est le choix qu'ont fait certains auteurs, comme Haslanger, qui, en tant que féministe, dit « Oui, en fait, je reconnais, quand on aura éradiqué toutes les oppressions, il n'y aura plus de femmes. » Elle le reconnaît, en fait. Donc on arrive quand même à des conclusions qui, à mon avis, ouvriront les yeux à ceux qui pensent encore que ce sont des théories intéressantes et compatibles avec la réalité. D'autres choisissent plutôt l'option de l'essentialisme stratégique, c'est-à-dire de dire oui, dans un but stratégique, il faut quand même continuer à nous affirmer comme des Noirs, comme des femmes, etc. Mais au fond, on sait que tout ça est construit et que ce sont des normes un peu qui disparaîtront, quoi. Donc l'objectif final, même s'il n'est pas forcément ouvertement proclamé, c'est quand même l'égalité en fait entre tous. C'est un peu ce que veut le marxisme justement. C'est vraiment une société où tout le monde est au même niveau, avec les mêmes... Oui, avec le paradoxe qu'ils insistent beaucoup sur nos différences. Alors je ne sais pas s'ils veulent d'un monde où tout le monde sera vraiment égal. En tout cas, ils veulent déconstruire toute notion réelle. On est dans une philosophie idéaliste, très sceptique, mais au sens scepticisme envers le monde réel. On pense que tout est social. C'est un postmodernisme. Et chaque époque a sa science star, sa discipline phare, et c'est maintenant la sociologie. Donc c'est pas étonnant que le cœur finalement des théories à la mode, c'est de dire que tout est construit socialement. C'est parce que maintenant la sociologie, c'est devenu la discipline star des universités, comme l'était peut-être la physique il y a 200 ou 300 ans. C'est problématique à mon avis. Est-ce que vous pensez qu'on a encore un espoir dans nos contrées d'échapper justement au virus woke? On sait qu'aux États-Unis, il y a eu il y a quelques années par exemple le phénomène d'Evergreen avec ce professeur qui a été battu en brèche, poussé en dehors de son école, licencié parce qu'il n'a pas adhéré justement à ces théories woke. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore échapper à ce phénomène, à ce courant dans lequel les États-Unis sont entraînés? Totalement. Je pense qu'on a des raisons d'être optimistes. Nous sommes un pays très décentralisé en Suisse. De manière générale, en Europe, on a quand même moins de polarisation peut-être qu'aux États-Unis. Donc la possibilité encore d'exercer le débat rationnel, je pense que c'est par le débat rationnel qu'on sortira de ces marasmes post-modernistes, de cette idéologie envahissante. Donc par la lecture, par la discussion sérieuse, par la prise au sérieux de l'autre, par l'échange d'arguments, on arrivera peut-être à remonter un peu cette pente. Et je dirais aussi que, à l'inverse de certains analystes aussi critiques du wokisme, je pense que le libéralisme économique est plutôt une chance, au sens où là on ne peut pas tricher, on est obligé de s'adapter à la demande. Et comme on sait que quand même une majorité de Suisses sont opposés à ces thèses woke, comme le montrent les sondages, ou indifférents, que ce soit l'écriture inclusive, que ce soit le fait d'interdire des conférences quand on n'est pas d'accord, etc. On voit très bien que des grandes entreprises qui avaient versé dans le wokisme sont revenues en arrière parce que les consommateurs ne suivaient plus. Tandis que si vous êtes fonctionnaire, etc., vous n'avez pas besoin d'avoir l'assentiment du public, vous pouvez, ou universitaire, hein, vous pouvez continuer vos théories dans votre coin. Quand on est entrepreneur, on est quand même obligé de s'adapter à la réalité. Et donc tant qu'il y aura encore cette majorité peut-être un peu silencieuse, je pense que nous pourrons refaire de l'ordre, mais plutôt au niveau justement des élites médiatiques, culturelles et universitaires qui ont été en partie contaminées par ce virus woke, pour prendre la métaphore. Très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Follonier, pour les perspectives positives et peut-être réconciliatrices que vous apportez aujourd'hui dans cette discussion. Et j'espère avoir prochainement l'occasion de vous revoir sur le plateau, peut-être avec une personne justement avec des théories différentes des vôtres, pour voir de quelle façon on pourrait construire justement une vision pour le futur. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez apporté aujourd'hui et à tout bientôt, j'espère. Merci à vous.